Élévation en direct, avec la Dream Team, commençons par les dames. Laetitia, notre invitée joie, bonheur, Viviane Perret. Bonjour. Et Jean-Claude, et votre serviteur, Yannick. Voilà, c'est fait. C'est la fin de l'émission. Cette émission va faire un carton. Je le sens. Je n'osais pas le faire, mais j'ai vu que ton œil frisait, Jean-Claude. Nous parlons du livre aux éditions Vuibert, la librairie Vuibert, exactement. Esprit et tu là. Et Viviane Perret est une historienne. On vous présente comme chroniqueuse littéraire aussi. Oui. C'est la petite histoire dans la grande histoire. C'est vraiment mon angle d'intérêt, d'approche de l'histoire. C'est pas votre premier livre, mais c'est celui qui m'intéresse, bien entendu, parce que ça touche au surnaturel. Alors, tiens, il est là. Ça aurait pu être le surnaturel à travers l'histoire de Jean Prieur. Oui. Ça aurait pu être l'Europe des médiums et des initiés aussi de Jean Prieur, ou d'autres, parce que voilà, vous n'êtes pas la première plongée dans le paranormal, le mystérieux et compagnie, mais il y a un bonheur de lecture avec vous, ça, voilà, c'est... Je fonds, là. Je dis après, je vais me mettre là. Ah bon? Non. Voilà, rien que la couverture illustre bien le livre. Alors, c'est un peintre anglais de la période victorienne, si je me trompe pas Voilà, trop. c'est après Raphaélite. Ah, bah oui, voilà, après Raphaélite. Alors, on voit une jeune fille en train de regarder une boule de cristal. Et voilà, là, déjà, c'est plaisant, c'est agréable, c'est joliment coloré. Et quand on lit votre livre, eh bien, c'est plaisant, c'est agréable, c'est joliment écrit. Et puis, il y a un petit côté suspense. Et à chaque fois, on surfe sur des vagues, parce que d'un seul coup, on rentre dans le surnaturel, c'est fabuleux, c'est merveilleux. Et pof, qu'est-ce qu'elle fait, notre Viviane Perret? Là, la page suivante, elle casse en disant, oui, mais c'était un charlatan, donc, parce qu'on a prouvé 2 ans plus tard que voilà. Je trouve que c'est bien présenté parce que merci. c'est vraiment... Vous avez fait des compliments sur moi, j'en fais sur vous. Attendez, j'ai pas dit le prix, il y a 19,90 €. Non, mais ça vaut le coup. Mais je trouve que c'est bien présenté parce que ça a été vraiment ma direction, c'est-à-dire justement une voie médiane, c'est-à-dire pas me ranger du côté des sceptiques, pas me ranger du côté des convaincus, mais de chercher avec l'histoire à défricher le terrain. Donc effectivement, lorsque le doute plane, qu'il soit pour les sceptiques ou pour les convaincus, je l'ai laissé tel quel, n'ayant pas d'éléments historiques à offrir pour indiquer le contraire. Oui. Donc le principe, c'était vraiment de défricher le contexte dans lequel ce surnaturel a évolué et non pas d'apporter un jugement net définitif en disant vous êtes des imbéciles parce que vous croyez ou vous êtes des imbéciles parce que vous ne croyez pas. Et de montrer les influences que ça a provoqué, même si ça n'a pas existé vraiment, si c'était des mensonges, ça a fait des répercussions dans l'histoire. Tout à fait. Moi, j'ai ma grande phrase au sujet de ce livre, à savoir on a le surnaturel de son époque. Et c'est vraiment, c'est pas ce que j'ai voulu démontrer au départ, mais c'est ce dont je me suis aperçue en travaillant sur le sujet, que vraiment notre croyance dans le surnaturel, ce qui fait tout ce en quoi on croit, que ce soit les fantômes, les esprits, tout ce que vous pouvez dire, est vraiment complètement ancré dans l'époque dans laquelle on vit. Mais quand même, moi, l'impression que je garde après avoir lu le livre, c'est que le surnaturel, finalement, c'est beaucoup de fraude. C'est que des croyances, on veut y croire, mais ça existe pas vraiment. Des croyances, et puis des manipulations, Parce que moi, à chaque fois que je commençais un chapitre, effectivement, quelle histoire, c'est merveilleux. Puis c'est vrai que, comme dit Yann, hop, on bascule après. Parce que vous nous les cassez, nos mythes. mythes. Je vous casse vos mythes. Alors, je vous casse aussi vos mythes parce que ce que je raconte, ce sont des grandes affaires d'une surnaturelle. Donc, des choses qui ont défrayé la chronique. Il y a eu enquête. Il y a eu enquête, plusieurs livres. Il y a eu des livres, il y a eu des enquêtes, il y a des documents d'archives. Donc là, c'est un petit peu comme vous avez par exemple les grandes affaires criminelles. Là, ce sont les grandes affaires du surnaturel. Donc c'est beaucoup plus, malheureusement, c'est beaucoup plus facile de démonter qu'il y a eu charlatanisme, supercherie et, comme vous le disiez très exactement, manipulation. Parce qu'avec le surnaturel, on est facilement manipulé. Et j'ai cité Voltaire qui disait que le charlatanisme est né le jour où le premier fripon a trouvé le premier crédule, mais c'est tout à fait ça, c'est que pour escrocs de tout poil peuvent vraiment se retrouver dans le surnaturel et trouver des tas de choses où et puis sans parler d'escroquerie aussi, moi ce qui m'a marqué, c'est que ces histoires surnaturelles, ce sont des drames aussi. Quand je pense aux sorcières de Salem,
enfin, toutes ces histoires Oui, c'est pas souvent joyeux, ça se termine qui mal. se sont forgées. Oui, ce sont pas toujours je trouve ça joyeux. terrible. Mais Bon, aussi oui. parce qu'avec le surnaturel, pardon, Je vous excusez-moi, en prie, Ingrid, je vous en mais prie. avec le surnaturel, on touche très souvent à des sujets difficiles. Si on À la touche mort. à l'au-delà, on touche à la mort, très exactement. Donc vous allez toucher, de toute façon, le surnaturel est lié à l'émotionnel. Vous n'avez pas de surnaturel froid, carré. C'est pour ça un petit peu que toutes les expériences de surnaturel qui sont en laboratoire sont un peu, c'est le cas de Sans le dire, vie. désenchantées. Oui, oui. Et c'est marche difficile pas. de retrouver quelque chose qui a été incité par l'émotionnel dans un cadre de laboratoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas l'étudier scientifiquement, hein, mais ce que je veux dire, c'est que le concept du laboratoire n'était peut-être pas adapté au Oui, surnaturel. il y a tout un Et- paysage. Un paysage, et sans aller jusqu'au charlatanisme, je pense qu'effectivement, il faut y aller en y croyant pour que ça marche. Et surtout, la grosse différence, ça c'est par rapport à ceux qui sont convaincus du surnaturel, et puis là, le surnaturel, là, c'est vraiment quelque chose d'énorme dans lequel on englobe tout. Hein. Eh bien, le problème, c'est que le fait qu'ils sont persuadés d'avoir vécu n'est pas forcément reproductible. Ouais. Ce qui est un véritable scientifique. problème pour Ah la oui, science, bien puisque sûr. la C'est science unique. accepte C'est- ouais. si c'est reproductible. Alors, Viviane Perret, dans votre préface, vous parliez donc de ce que disait Voltaire, charlatan qui trouve le premier imbécile et qui arrive à avoir du pouvoir dessus. Mais vous parliez aussi de Paul Sédir. Oui, l'occultiste Paul Mais Sédir, je ne qui connais lui... pas, dites donc, je suis inculte complètement. Je vais Paul Sédir. Ah, j'en ai lu des livres d'occultisme. Et Paul Sédir, c'est toute cette mouvance de l'occultisme De quelle période qui est la période de Papus, la période d'Ancos, de... donc, Oui, là, oui, on va faire un oui. peu de culture. oui, Voilà, dans- exactement. Donc c'est toute cette période de Maître foisonnante, Philippe, et il y avait Paul Sédir, d'accord. exactement, Ah, bon. du 19e, début du 20e. Et dans votre préface, donc c'est pas vraiment une préface, mais enfin dans l'avant-propos du livre, avant qu'on rentre dans les statuts historiques de pas mal de monuments du surnaturel, vous commencez justement avec la question que tout le monde se pose. Alors vous y croyez pas. Ah, j'ai adoré parce que quand je faisais mes recherches et quand j'écrivais le livre, c'était systématique. Bah C'est pour oui, ça que je me bah suis oui, dit, il faut que je le mette. Et quand on termine le Tu livre, crois, Viviane, tu crois pas. Viviane, quand on termine le livre, on n'en sait pas plus. Si vous y croyez aussi, vous croyez pas. Ah, mais parce que c'est vraiment un parti pris. Ce que je voulais, c'était tracer la voie historique du surnaturel et vraiment pas prendre parti. J'ai trouvé autant de gens menteurs et arrogants parmi les sceptiques Ouais. que parmi les convaincus, prêts à déformer les faits pour que ça rentre dans leur case. Vous parlez de l'histoire. Je parle de l'histoire des Et faits. si on pouvait être un peu pragmatique et parler de vous et de ce que vous avez peut-être vécu dans le surnaturel, proprement parlant, de votre vie propre, donc actuellement. Ah, On va peut-être chercher. Mais en On va tout cas, chercher, on va chercher. dans le livre, donc vous livrez pas dans le livre, hein, vous êtes vraiment derrière l'historienne qui relate, qui fait un énorme patchwork de pas mal de recherches dans pas mal de livres. Parce que la biographie, à la fin, ça fait au moins 4 pages et on retrouve pas mal de livres. Oui, et en plus, En anglais, effectivement, j'ai souvent. pas donné. Oui, effectivement, parce que c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé par les historiens français. Alors, sur la sorcellerie, oui, parce que c'est une convenance de nos jours. On ne croit pas à la sorcellerie telle qu'elle a pu se dérouler à la fin du Moyen Âge et au XVIe et au début du XVIIe Ah bon siècle. Ah non, c'est vraiment quelque chose d'acquis chez les historiens. Toutes ces femmes qui ont été brûlées, puisque ça a été en majorité des femmes, hein, à 85%, n'étaient pas des sorcières, mais vraiment des malheureuses et des boucs émissaires. Donc à partir de là, vous avez d'une recherche historique très importante. Mais on pourra reparler de la sorcellerie, tant pis, je fais une digression. Mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que dans la façon dont on a condamné ces femmes, donc en majorité, et qu'on les a condamnées au bûcher, qu'on les a brûlées en tant que sorcières, les preuves de la sorcellerie qui nous paraissent totalement stupides, aberrantes, ridicules de nos jours, ont fait qu'on ne s'est jamais interrogé sur la sorcellerie, et là je prends en termes génériques, sorcellerie et magie de cette époque. On ne sait pas ce qu'était un sorcier à la fin du Moyen-Âge et au XVIe Oui, mais siècle. le principe même de la sorcellerie, c'est la tradition. Et actuellement, dans ce 21e siècle, si je ne me trompe pas, on est dans le 21e siècle. Merci de Oui. confirmer. Eh bien... Êtes-vous sûr Attendez, alors est-ce qu'on est bien... Vous êtes une réincarnation, vous? Voilà. Je sais pas. Eh bien, la sorcellerie existe encore et on trouve sur des vieux grimoires qui transmettent qui étaient de la sorcellerie dans le passé. Oui, mais là, vous prenez une sorcellerie de grimoire, quelque chose qui est déjà, je dirais, éduqué. Or là, on a arrêté des femmes Oui. qui souvent avaient un lien avec la mort. Il y avait par exemple beaucoup de sages-femmes, il y avait énormément de mortalité infantile. Et donc,
on envoyait au bûcher des femmes qui avaient eu le malheur d'accoucher d'autres femmes. Oui, voilà, en général c'est ça, d'autres femmes, que les enfants étaient mort-nés et donc on leur imputait ce décès. Donc effectivement il y a une toutes ces femmes n'étaient pas forcément éduquées, elles n'avaient pas des rituels de magie comme on peut nous les imaginer, et il y a vraiment un blanc dans l'histoire en ce qui concerne qu'est-ce qu'était la sorcellerie, la magie de l'époque. J'ai compris, voilà. d'accord, oui. Que ça soit dans les rituels, ou que ça soit dans les plantes, que ça soit dans la pharmacopée, que ça soit dans les croyances. Il est évident que quand on risquait le bûcher, on n'allait pas arriver devant un tribunal en disant oui, je suis sorcière, j'ai plein de trucs à vous raconter, parce qu'il va y avoir une historienne qui va écrire un bouquin Esprit Estula, et il faut qu'elle ait des éléments. Bon, vous l'avez compris, on est en train de parler de sorcellerie. Les sorcières de Salem, il y a Loudun, les religieuses qui sont possédées de Loudun, mais il y a aussi les sorcières de Salem, qui beaucoup plus aux États-Unis. Là, c'est un petit peu autre chose. Il y a une hystérie collective, mais à la base, c'est des lois un peu idiotes, enfin des lois entre guillemets un peu idiotes, qui permettaient de récupérer les pouvoirs financiers des gens qui étaient mis en procès de sorcellerie. C'est-à-dire qu'on allait le tuer et puis on récupérait tous les biens. Alors ça, c'est une conséquence. Mais dans les sorcières, oui, mais dans les sorcières de Salem, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est la formation des États-Unis. Là, on est encore dans une colonie anglaise, et vous avez un mouvement religieux qui s'appelle les Puritains, qui est parti d'Angleterre parce qu'ils estimaient que Henri VIII, qui s'était débarrassé de la tutelle papale pour pouvoir épouser ces femmes, il en a eu. C'est Barbe Bleue, c'est le Barbe Bleue, voilà, anglais, ils se lassaient assez facilement et elles n'avaient pas toute la tête sur les épaules après leur passage. Ah, heureuse époque. Ça vous fait rêver. S'était débarrassé de la tutelle papale, donc c'est l'anglicanisme, mais le calvinisme, le luthéranisme il y avait une énorme montée du protestantisme dans toute l'Europe, et les puritains estimaient que la religion n'était pas assez purifiée des relents papistes. Donc ces puritains se sont exilés aux États-Unis, et avec eux, ils ont emmené une doctrine religieuse extrêmement rigide. Ça rigole pas. Ça rigolait pas du tout. On fêtait pas Noël, les enfants avaient pas de jouets. Et il y a eu des rives. Et il y a eu des rives, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des contrées hostiles avec les Indiens qui n'appréciaient pas vraiment qu'on leur prenne leur territoire, des bêtes sauvages qui faisaient des petites incursions dans le village, pas vraiment beaucoup de distractions, donc le prêche était très 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 important, et il y a eu cette possibilité d'exprimer cette hystérie. Cette haine de l'autre. Cette jalousie, il y avait des jalousies, des gens qui s'enrichissaient plus vite que l'autre. Cette envie de pouvoir aussi. Bon. Alors, on va parler de tout cela. Il y a beaucoup de sujets dans votre livre. Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, qui était à fond dans le spiritisme. Oui. Peut-être un peu trop à fond, moi. J'ai noté que vous parliez aussi des zombies, du vaudou, des malédictions des fameuses momies des pyramides en Égypte. Vous avez déjà cité Gérard Dancos. On essaiera de parler de Maître Philippe, précurseur de Raspoutine, et de cette histoire, parce que là on voit que l'histoire est liée à des personnes étranges, et puis ça pousse jusqu'à la révolution en Russie à cause de Raspoutine, quoi. Ça a été un élément déclencheur que le tsar soit trop accroché à ce genre de personnage. La tsarine surtout, oui. Oui, Alexandra Fedorovna. Oui, j'allais dire le nom, excusez-moi, penser. Et puis, plus proche de nous, car il y a des choses extraordinaires un peu plus proches de nous, parce que votre préface, elle démarre avec Alexandre le Grand, qui était très superstitieux, donc bon, je vais vous dire, ça balaye de nombreux siècles. Plus proche de nous, aux États-Unis comme en Russie, pendant la guerre froide, il y a effectivement eu des expériences sur le paranormal, le cabinet SRI, des choses comme ça. Oui, en fait, c'est toute la guerre froide, c'est extrêmement intéressant parce que il y a tous les éléments d'un roman d'espionnage. Oui, alors télépathie, recherche de pouvoir. Télépathie, jeune physicien de 33 ans, célibataire, cœur à prendre, la CIA, les hommes en noir, il y avait les Russes. Ah oui, tout. Et Uri Geller, vous parlez d'Uri Geller aussi. Alors, reparlons du livre. Esprit, es-tu là? Jean-Claude, tu es là. Tu sais que tu es le lien pour le direct d'élévation et donc tout internaute sur le Facebook de Étoile du Cœur qui a la gentillesse de nous accueillir une fois par mois chez elle. J'ai fait une phrase normale là-dessus, oui, c'est à peu près bien. Eh bien, grâce à Jean-Claude, vous pouvez converser et poser des questions. Et, donc on parlera du livre dans 5 secondes, et aussi, n'oubliez pas ce que la France nous envie, la planète entière même, l'euro-million à la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous ayez un pendule, j'en ai un nouveau,
Que vous ayez une autre méthode pour trouver les bons numéros de l'euro-million du vendredi qui vient, eh bien, il faut nous les donner. On va faire un mélange et on trouvera bien un jour ou l'autre la possibilité de gagner quelques deniers. Je vois Jean-Claude qui est sceptique comme une fausse. Oh, je l'attendais pas. Vous venez de parler du Geller. Vous l'avez déjà rencontré, Viviane? Ah non, je l'ai Jamais jamais rencontré. Il y a des personnes que vous avez rencontrées ou vous parlez que de personnes Alors, c'est une... décédées? Oui, je parle pas... Non, les personnes ne sont pas forcément décédées, mais j'essaie quand même de choisir des histoires qui ont une fin. Parce que moi, je trouve ça très frustrant en tant que lectrice de ne pas savoir la fin d'une affaire. Donc effectivement, la fin d'une affaire arrive souvent avec le décès de la personne. Donc beaucoup de personnes sont décédées, mais pour la petite histoire, je passe mes week-ends à Lyon et je connais très bien le terrain sur lequel Maître Philippe avait sa maison. Parce que j'habite à côté et je connaissais bien les religieuses qui ont repris le terrain. Et en fait, quand j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte que je connaissais très bien les lieux. Voilà, c'est ma petite référence. Donc, Uri Geller, personne ne l'a jamais vu tordre en réalité une cuillère. Mais là, vous avez une cuillère qui est en argent. Je vais la donner à Laetitia. Je vais vous la donner. On va la garder si elle est en argent. C'est un homme qui n'est pas très très connu, quoique... Toi, tu connais, il s'appelle Jean-Pierre Girard. Ah, il est très Si, connu. enfin, quand vous faites des recherches, Oui. vous tombez sur le nom de Jean-Pierre. Pardon, c'est pas Jean-Pierre Girard. Je pensais à Jean-Pierre Girard. Oui. Non, ce n'est pas Jean-Pierre Girard. Je ne l'ai jamais vu tordre une cuillère. Mais c'est un autre garçon que tu connais qui s'appelle Jean-Marie Le Gall, Ah oui. qui habite le sud-ouest et qui du a café. tordu devant 14 personnes pendant un déjeuner, qui a tordu cette cuillère en argent, et je donne ma parole d'homme, d'honneur en plus, il ne l'a à aucun moment touchée. Elle était posée sur la table, il a simplement posé ses doigts au-dessus et la cuillère s'est tordue. Jean-Claude, tu sais Les que yeux moi, dans j'ai les un yeux. copain grec qui m'a expliqué, c'est sur l'élévation par A plus B. Mais je sais que tu n'y crois pas. Ouais. La cuillère qui se tord avec manipulation de précipitateur. Ah oui. Et je savais le faire, mais j'ai oublié, je ne refais plus, mais enfin c'est facile à faire. Tu me certifies, Ah bah ouf. tu me certifies que tu as vu de tes yeux Mais bleus. j'étais pas tout seul, nous Non, étions mais 14. mais attends la fin de la question, que la cuillère était toute droite posée et que le gars n'y a pas touché. Il n'y a pas Et touché. que c'était que cette cuillère-là, en l'occurrence. Elle date de 2006 exactement. Il n'a pas bougé. Bon, et ensuite... Et quelques attends. semaines après, Oui. Jean-Marie Le Gall est venu ici à Paris pour une conférence à la salle Asiam, quelque chose comme ça. Tu sais, là où il y a le congrès Infinitude. D'accord. D'accord. Et en allant boire un coup dans un bistrot, pas très loin d'ici, il s'est amusé à tordre les cuillères devant le garçon qui était horrifié, en disant « Je vais les planquer, monsieur Bon, et tu me certifies que c'est une cuillère en argent ». Ben bien sûr. Très bien. Alors, on continue la il a conversation. l'héritera avec la cuillère. C'est un vous- petit facteur. Quand vous disiez qu'il y a des charlatans, il y a aussi des voleurs. Hein. Quelle cuillère? Je fais disparaître une cuillère. Enfin. Les nouveaux dons de Yann Égric. Alors, le livre est effectivement émaillé de mythes cassés, de dossiers clos, et ça se termine... Peanuts, quoi, finalement, c'était que de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux, moi je serais un petit peu moins sévère, et c'est une chose pour laquelle, enfin, quand j'ai voulu écrire ce livre, et je pense par exemple au spiritisme. Alors c'est vrai que sur la naissance du spiritisme, ça c'est vrai, je casse des mythes. Mais d'un autre côté, c'est une époque extrêmement particulière, toujours pareil, très en lien avec l'émotionnel, puisque le spiritualisme, parce qu'en fait il faut faire la différence entre spiritisme, qui est la doctrine revisitée par Allen Kardec, et puis le spiritualisme qui est la naissance de, je vais simplifier pour que les gens comprennent bien de quoi je parle, c'est faire tourner les tables. Voilà. Alors c'est vrai que sur la naissance du spiritualisme, je casse certainement des mythes. Alors les sœurs Fox, elles sont cassées. Elles sont cassées, mais j'espère les avoir cassées avec compassion et humanité, parce que moi je ne dis pas que dans la situation où j'aurais été, à savoir que on parle de la guerre de sécession, avec des dizaines de milliers de personnes qui vont disparaître dans cette tourmente, des corps qui ne seront jamais retrouvés, donc des parents qui ont des difficultés à faire leur deuil. Je ne sais pas si je n'aurais pas fait tourner les tables comme on a fait tourner les tables à cette époque. Oui, mais les sœurs Fox sont un petit peu
au démarrage. Elles sont au démarrage. Avec des coups perçus, entendus dans la maison. Elles sont 3. Tout le monde commence à s'exciter là-dessus. Elles font des conférences. Bref, à chaque fois qu'elles se promènent, il y a des manifestations spirites incroyables. Et à la fin de leur vie, bon, alors la fin de leur vie n'est pas très joyeuse parce que ça divorce, c'est alcoolique, enfin bref, bon, bref. Elles disent clairement qu'elles faisaient du bruit avec leurs os et que c'était pas vraiment les esprits qui faisaient du bruit. Voilà. Mais des suspicions de tricherie, il y en a eu dès le départ. Il y en a eu de la première semaine où on a entendu les coups. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes meurent. Ça, c'est une phrase que je vais mettre au panthéon de ma cheminée. Oui. C'était une virgule. Beaucoup de personnes meurent pendant cette période à cause des guerres. Voilà. Tiens, je vais te rendre la cuillère en argent tout de suite parce que je te sens inquiet. Voilà, faites passer. Et il y a le phénomène croyance. On veut tout de suite croire que ça continue, que c'est pas un drame. Oui, parce que ça. Il y a un double phénomène aux États-Unis. Vous allez avoir la guerre de la sécession, mais juste avant la guerre de la sécession, vous allez avoir un phénomène historique religieux qui s'appelle le second réveil religieux. Vous avez une montée de la spiritualité, mais qui a envie de se débarrasser des oripeaux de l'Europe et qui s'exprime dans beaucoup de congrégations qui vont naître, dont une qui est assez célèbre chez nous, ce sont les Mormons. Et vous avez d'autres congrégations qui étaient un petit peu embryonnaires, qui vont prendre une grande expansion. Et dans ce contexte religieux, en plus de ça, on ne brûle plus de sorcières, donc on peut réfléchir sur la religion sans se faire cramer, entre autres. Eh bien, à ce moment-là, vous avez de nouvelles réflexions sur qu'est-ce que l'au-delà, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et on arrive dans un contexte émotionnel terrible de la guerre de sécession. Donc, tout est prêt pour que le spiritualisme, pour une grande explosion du spiritualisme. Qui vient des États-Unis. Qui vient des États-Unis, qui a pris le bateau et qui est venu chez nous d'abord dans les beaux salons avant de revenir à ce qu'il était. Et là, je reviens au contexte historique de l'époque parce que le spiritualisme puis le spiritisme ont toujours été des phénomènes pas des religieux, Allan Kardec ne voulait pas en faire une religion, même si maintenant c'est une religion au Brésil, mais ont été des mouvements religieux toujours ancrés dans le social, que ça soit aux États-Unis. Oui, dans le social. Et ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple pour le spiritisme en France, vous aviez des crèches, vous aviez des mutuelles, vous aviez tout un système. Salut, c'est la doctrine exactement. De et la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire dans le spiritualisme, vous aviez des mouvements de solidarité qui étaient financés par des mouvements spiritualistes. Donc Viviane Pérez a toujours existé même avant. Parce que les Indiens, avec les morts oui, les Indiens d'Amérique, ils étaient bien sûr. Tranquilles avant qu'on arrive en tant qu'Espagnols là. Et c'est le guéridon qui était nouveau. Ils y allaient, hein. Et d'ailleurs, le guéridon est né d'une manière assez drôle. C'est quand les Sir Fox ont commencé à se produire sur scène. Au départ, les coups s'entendaient dans les murs. Oui. Et puis sur scène, c'est un peu difficile. Donc elles ont imaginé de transporter des tables. Et c'est comme ça que les coups dans les tables parce que c'est beaucoup plus facile sur scène. Voilà. Et après, les tables ont commencé à bouger. Je crois que c'est dans votre livre que j'ai lu ça. J'en ai lu tellement, je ne sais plus. Mais je crois que c'est dans votre livre. Vous associez, peut-être pas que dans votre livre, en tout cas, vous associez la manifestation spirite. Les esprits se manifestent en fonction des découvertes scientifiques de la période où ils se manifestent. Je m'explique. Expliquez-vous. Il y a un chapitre télégraphe spirit. C'est-à-dire que pendant la période du télégraphe, c'était des coups. C'était des coups comme ça qu'on entendait par la table ou par les murs. Et maintenant, pour faire très court et plus rapide, la télévision ou l'ordinateur ou même le magnétophone, maintenant c'est des voix qui passent. Donc c'est-à-dire que la communication spirit, si on veut toujours y croire, et vous y croyez, Viviane, je suis sûr, eh bien, est liée à la progression terrestre scientifique de moyens de communication. Je suis non seulement d'accord avec vous, c'est que cette phrase, le télégraphe spirit, a été trouvée par les journalistes 15 jours après le début des phénomènes amorcés par les Sir Fox. Tout de suite, les journalistes ont fait le rapprochement entre le télégraphe de Monsieur Morse, qui avait démarré en même temps que ces phénomènes. Donc effectivement, on communiquait par son. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que effectivement, vous avez des personnes beaucoup plus, beaucoup plus notables lorsque vous êtes dans une grande maison et que vous faites du spiritisme que quand vous êtes dans une maison avec peut-être un petit peu moins d'éducation. Victor Hugo, c'était Shakespeare, c'était
Il y avait tous les beaucoup. grands, C'était tous les grands. Ouais, Voilà. Mais ce sont les esprits qui s'adaptent ou les esprits qui inspirent les progrès? Nous avons Un un grand esprit blanc. parmi nous. Alors, je sais pas parce Qu'est-ce que, qu'il nous dit celui-là? par exemple, Benjamin Franklin à croire qu'il n'avait strictement rien à faire dans l'au-delà à part venir s'inviter dans ses communications spirites parce qu'il est quasiment de toutes les séances. Donc moi je disais plutôt que l'esprit qui se manifeste représente tout à fait le contexte de l'époque puisque en soi l'au-delà n'a pas de limite de temps et il n'y a aucune raison pour que ça soit simplement des personnages qui comptent pour la formation des États-Unis qui s'invitent dans les salons spirites à cette époque. On creuse un peu plus, Viviane Perret, ça veut dire que quand même les esprits se manifestent. C'est pas une projection fantasmagorique de l'être humain non, là vous êtes en train de dire qu'il y a des esprits qui se manifestent. Ah, moi je ne sais pas, mais c'est là où je n'ai pas de preuve que ça soit vrai ou que la communication avec l'au-delà soit vraie ou pas vraie. En conséquence, je ne prends pas parti. C'est dans ce que je raconte sur les sœurs Fox, quand je raconte qu'elles ont dit publiquement devant 4000 personnes qu'elles avaient triché, qu'elles ont montré comment elles ont fait, ça je le dis. Mais elles n'ont peut-être pas triché tout le temps. Mais maintenant, Houdini disait quelque chose de très juste, puisque Houdini a utilisé ses talents de prestidigitateur pour combattre le charlatanisme, parce qu'en fait, à l'époque du spiritisme, vous aviez le spiritisme de salon, vous avez le spiritisme que j'appelle le spiritisme de doctrine en France avec Allan Kardec, et puis vous avez le spiritisme qui était repris par les magiciens. Il y avait des cabinets spirites, mais c'était des attractions. Et Houdini en a fait. Et Houdini au bout d'un moment, a arrêté d'en faire alors que ça remplissait ses poches, et Dieu sait que ses poches, elles étaient percées, trouées, et qu'il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque. Mais il a arrêté parce qu'il se rendait compte que les spectateurs ne faisaient pas la différence entre l'illusion et la pseudo-communication avec les morts. Éventuellement, ouais. Exactement. Et il disait quelque chose, donc il s'est mis à partir en chasse contre les charlatans. Et il disait quelque chose de très joli, il disait, si quelqu'un n'est pas un charlatan, si quelqu'un communique vraiment avec les morts, il n'a rien à craindre de moi, parce que je ne suis pas opposée à la communication avec l'au-delà. Je ne sais pas, et j'aimerais, j'ai perdu des gens que j'aime, et j'aimerais bien pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il y a eu cette relation conflictuelle avec Conan Doyle, un coup ami. Voilà, en revanche, il est hors de question que je cautionne la supercherie. Je sens que je vais dévorer le livre. Enfin quelqu'un qui explique, parce que c'est bien de démolir les médiums, etc., etc., mais c'est bien aussi d'expliquer qu'il y a eu aussi des charlatans, des gens qui ont triché et qui ont fait un tort considérable à certaines professions. Je pense les médiums, j'en vois assez régulièrement, non pas pour moi, mais pour assister à des conférences ou à des... Comment un homme peut savoir que la photo du petit garçon qui lui a été remis par son papa, comment peut-il savoir que le petit garçon jouait souvent avec un ballon rouge autour de la piscine? Il n'était pas là. Comment peut-il savoir que le papa avait offert un tricycle de couleur rouge lui aussi à cet enfant? Ça n'est pas sur la photo. Donc c'est bien un livre comme ça, je vais le dévorer parce que c'est une œuvre de salubrité. Je pense qu'il y a des choses à dire et à remettre. D'autant plus que ça reste toujours... Bon, ça casse pas sans totalement parti pris, voilà. Les sœurs Fox sont pas totalement cassées. Quand on termine le chapitre sur les sœurs Fox, on se dit bon, quand même, il y a eu tellement un engouement, il y a eu tellement de plein de choses sur ces trois-là, c'est que quand même, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a eu quelque chose. Moi, je crois que la fumée, le feu à l'origine de la fumée du spiritisme, c'était l'envie de croire différemment. Je pense que les dogmes religieux de l'époque pesaient beaucoup trop lourd, et on voulait une relation en fait plus simple. Quand on parle directement à son défunt ou qu'on parle avec un esprit, c'est somme toute une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine, beaucoup plus proche. C'est tellement réconfortante. Très réconfortante, et que Victor la Hugo, religion. vous cassez pas en fait. Ce qui se passe avec Victor Hugo. Victor Hugo a utilisé le spiritisme pour faire le deuil de sa fille Léopoldine qui était morte d'un accident. On peut quand même dire tout de même, il n'a jamais participé aux séances dans le sens où il s'est jamais assis et invoqué les esprits. C'était le secrétaire, ce qui fait que toutes les relations de ces séances sont très hugoliennes. Mais le médium, c'était son fils. Charles. Et là, on peut vraiment se poser une question. Charles, c'était un petit peu le mouton noir de la famille. Et là, il a trouvé il prenait en fait sens dans la famille en étant le médium. Par lui revenait Léopoldine.
bon, je connais pas extrêmement bien, enfin, comme une historienne, disons, la vie de Victor Hugo, mais là, je pense que Charles on parlait de pouvoir, il a trouvé avec le spiritisme le moyen d'exister à l'ombre de son père. Il est annoté dans les procès-verbaux des tables tournantes de l'île de Jersey ou de Guernesey, je mélange toujours Jersey. Mais il est expulsé en fait ensuite parce qu'il va avoir dit du mal de la reine Victoria et il est allé à l'île d'à côté. Oui, dans les deux îles anglaises, il y y a le style Victor Hugo dans les comptes rendus des procès-verbaux. C'est très hugolien. La bouche de l'ombre. Voilà, c'est pas De Gaulle, mais c'est pas loin. C'est antinomique ce que je viens de dire. C'est pas grave. Donc on pressent qu'il y a peut-être un phénomène de télépathie, mais ça on va pas en faire non plus toute une thèse sur le spiritisme. D'où ça vient ce petit ballon rouge? Est-ce que c'est pas de la télépathie ou des ondes qui restent et qui ne prouveraient pas pour autant que la survivance existe? Encore faudrait-il savoir si le père y pensait à un moment précis où le médium l'a dit. Mais saviez-vous en tant qu'historienne que Descartes à la fin de sa vie faisait tourner les tables? Oui, effectivement, il y a toujours, mais de toute façon, il y a toujours un petit passage dans la vie de quelqu'un, généralement soit à la suite d'un choc émotionnel, soit en fin de vie, soyons clairs, où il se dit bon s'il y a quelque chose après, faut peut-être que je le prépare. Voilà, donc ça on le sent. Vous avez par exemple, je l'ai pas mise parce que mon but c'était de pas mettre d'histoire de superstition ou de fantômes, mais vraiment des affaires dont on pouvait retrouver les traces dans les journaux, dans les archives, dans les rapports de police. Mais par exemple, Élisabeth Ier, la reine d'Angleterre, a dit qu'elle avait vu son fantôme lui annoncer sa mort, qu'elle l'avait vu assise sur son trône à sa place et qu'elle lui avait annoncé sa mort. Donc que ça soit vrai ou non, ça témoigne quand même d'une petite angoisse sur c'est quoi le prochain épisode, faut peut-être que je me prépare. Toujours dans le quiz, savez-vous quel est le mot que Goethe a interdit qu'on prononce devant lui du temps de son vivant? Ah non. C'est le mot mort. Ah oui. Goethe a fait une vie d'enfer à tous ses proches et ses lointains. L'interdiction, c'était de prononcer le mot mort. Mais les derniers mots de Goethe, qui ont été recueillis, c'est un livre qui a été publié aux éditions du Cherche-Midi, La mort des grands hommes, leur dernière phrase, leurs derniers mots. Goethe, dans un dernier sursaut, a vu la mort approcher, il l'a vue, et il a dit « Ce n'est que ça. Qu'est-ce que j'ai été bête !» Ça s'arrête là, quoi. Ah bon? Il a dit ça? Oui. Oh, il l'a pas dit en français. Excuse-moi, Jean-Claude, excuse-moi. Très bien, quelle culture. Nous avons en face de nous une historienne. Je sens que je vais me régaler avec ce livre. Non, tu peux pas l'avoir, c'est épuisé. C'est plus en vente, c'est terminé, c'est dommage. Mais c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Quand on lit Ouais. chaque chapitre, moi je sais, après j'ai été voir sur internet tout ça, et j'ai lu la bibliographie à la fin parce qu'on a envie d'en savoir plus. Ah bah écoutez, je suis ravie, mais à chacun de faire son enquête en fait. Et il n'y a pas longtemps, donc c'était la semaine dernière, il y a eu une émission sur France 5 sur la Louisiane. Oui. Et ils ont parlé de Marie Laveau. Et ça faisait du bien aussi de mettre des images sur ça. Alors Marie Laveau, peut-être expliquer. Alors Marie Laveau, qui est une grande prêtresse vaudou, moi j'aime bien ce personnage parce qu'il en fait il symbolise. D'abord, il rappelle nos racines françaises en Louisiane. Et il symbolise l'âge d'or du vaudou en Louisiane. C'est un vaudou qui est né d'un syncrétisme entre le vaudou qui est arrivé par les esclaves africains, d'une part, et puis d'autre part ce mélange avec la religion catholique et l'apport d'éléments qui appartenaient à la Louisiane, comme l'Igran Zombie, qui est l'esprit du serpent avec lequel Marie Laveau était très célèbre. Elle dansait très certainement avec un serpent non venimeux, noir, qu'on trouve en Louisiane, qui fait une espèce de bruit de serpent sonnette quand on danse avec. Moi, ce que je trouve intéressant dans le vaudou, c'est que là aussi, on a un contexte très particulier. Le vaudou va rassembler des ethnies. Bien qu'en général, on mélangeait les esclaves, ils venaient vraiment de plusieurs pays en Afrique. Mais là, pour la Louisiane, ça a été un petit peu plus concentré. Il y a eu plus d'ethnies qui étaient proches les unes des autres. Et le vaudou a vraiment été un élément d'unité face à l'horreur qu'ils vivaient en tant qu'esclaves. Mais, et là je reviens à ma comparaison sceptique et convaincue, vous trouvez, par exemple, vous pourrez citer sur Internet, systématiquement, Marie Laveau avait 15 enfants. Boum, allez, voilà, on lui met 15 enfants. Pourquoi? Ni l'un ni l'autre ne vont aller chercher la vérité parce que ça les intéresse pas, parce que ça ne correspond en rien à la théorie qu'ils souhaitent défendre, à savoir le vaudou
et ses grilleries d'un côté, ou bien c'était que de la supercherie de l'autre. On veut simplement soit démolir, soit continuer d'y croire. Or, c'est intéressant de se pencher sur ces histoires des 15 enfants de Marie Laveau. Elle en a eu à peu près entre 5 et 7. On a retrouvé à peu près les 13, 5 et 7. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle vivait en communauté, dans un entourage agrandi, qu'elle a accueilli des enfants. Donc, elle fait preuve quand même d'une générosité et d'une compassion, dont elle payait les études. Mais elle avait aussi des esclaves. Et dans le courant actuel qui réhabilite Marie Laveau comme une sainte femme. Oui, voilà, c'est-à-dire si on pas que ça. On a cette tendance à vouloir que nos héros soient irréprochables. Ou blanc ou noir, oui, voilà. Non, pas voilà. de laïcaïsme. Chez Marie Laveau, c'était café au lait. Une question de Didier Salvignol pour Viviane Perret. Que pense Viviane Perret de Douglas Home, qui présenta des lévitations en plein jour devant plusieurs témoins, notamment à la cour de Napoléon III, devant les plus sérieux savants et médecins de l'époque? Alors, Douglas Home a créé un énorme problème parce que j'avais écrit 22 000 signes à son sujet. Je me suis aperçue que je n'arrivais pas à le caser dans une logique et je les ai donc supprimés. Donc, merci monsieur de me poser la question. Oui, alors. Douglas Home, c'est intéressant parce que lui, c'est le spiritisme, je vais dire, de salon. Autant... les sœurs Fox, c'est elles qui sont à l'origine du spiritualisme, c'est une bourgade pauvre, etc. Autant Douglas Home a utilisé le spiritualisme pour gagner sa vie. Et à partir de là, il n'y a aucune preuve pour ou contre les éléments qui sont affirmés sur Home. Strictement aucune. C'était un homme qui savait faire sa publicité et qui a certainement eu une part d'escroquerie, qui a fait quelque chose de très intelligent quand le spiritualisme a commencé à être vraiment attaqué, qu'il y a vraiment eu des voix pour dire arrêtez, sont tous des charlots. Il a écrit un livre pour fustiger les charlatans. Et à ce sujet, les sœurs Fox lui ont demandé qu'il soit bon avec elle. Donc là aussi, ça entraîne une petite suspicion. Ça, on l'avait dans le livre, ça. Hein, oui. Vous avez dit ça, pour les faire Sœur Fox. Oui. Pour les Sœurs Fox. Et donc, c'est quelqu'un qui est malin. C'est quelqu'un qui est malin. Et donc, on n'aurait pas pu attraper. Difficile. Sur ces lévitations, on n'aurait pas pu l'avoir. Alors, il y a toujours la possibilité d'y croire, mais si on n'y croit pas, n'empêche qu'il était sacrément malin et que c'était sacrément fort. Voilà. Mais on n'a aucune preuve pour pouvoir l'incriminer ou pour pouvoir, au contraire, ni dans l'un ni dans l'autre. Autre question de Didier. Que pense Viviane Perret d'Edgar Cayce? Edgar Cayce. Oui, alors là, ça a dépassé vraiment mon champ d'investigation. Mais pourquoi donc? Mais pourquoi? Parce que quand même... Non, parce que là, je trouve qu'on aborde un courant qui a donné ensuite le New Age. Oui. Et... il n'est pas clos, le dossier? Non, pour moi, le dossier n'est pas clos. Donc, pour moi, le New Age. Et les livres de Seth, pendant qu'on y est, vous savez, Jan Roberts qui écrivait plein de bouquins de ce fameux Seth. Oui, enfin, un peu comme une écriture automatique. Exact, même beaucoup, même, oui. Et c'est pas clos, le dossier? Pour moi, c'est pas ce que j'appellerais un fait historique. Si vous préférez, toutes les affaires que j'ai présentées, elles ont eu un impact sociologique, mais aussi un impact policier, juridique. Vous avez... le New Age, c'est pas un impact assez fort. Là, c'était vraiment bien ancré dans la vie de la société, quoi. Par exemple, les sorcières de Salem, vous avez des procès, vous avez aussi des procès pour Marie Laveau. Avec Marie Laveau, terminons, parce que là, vous savez, avec Étoile du Cœur, grâce à Étoile du Cœur et à Internet, Bâton Rouge ou autre, on peut nous entendre en direct. Et comme il y a pas mal de Français encore là-bas, ils ne sont pas tous tués. Si on peut nous entendre en direct, je voudrais dire bonjour à Jerry Gandolfo, qui est le directeur du musée Vaudou à la Nouvelle-Orléans, qui a été absolument charmant. Et il y a un musée Vaudou aussi en France, il y en a un peu partout. Donc, vous étiez charmant. Mais alors, peut-être qu'il y a une croyance vaudou qui a les poils hérissés en entendant que Marie, c'est rien. Et puis, non, mais je dis pas que c'est rien. Je dis que le vaudou, et c'est comme ça que je termine le chapitre, c'est que le vaudou s'est modifié au cours du temps pour devenir ce qu'on appelle en anglais maintenant le hoodoo, où vous avez des échoppes à la Nouvelle-Orléans un peu partout, et puis on vend des poudres. Mais c'est du folklore, c'est sous-entendre que c'est du folklore. Maintenant, c'est un espèce de folklore, de magie, mais ça n'a rien à voir avec au temps de Marie Laveau. Enfin, Marie Laveau, elle est morte de mémoire en
1886, donc là on parle vraiment d'une autre période, de l'âge d'or du vaudou, où là vous avez, je ne crois pas que dans mon livre, une seule fois je mette en doute que le vaudou pour les vaudouisants était une religion. Et donc ça, je ne me permettrai pas non, mais d'accord, mais de, enfin, il y a des de la religions, critiquer. il y a des religions plus ou moins fiables, si je puis dire. Mais le vaudou a périclité en Louisiane. Ah oui. C'est une religion qui est reconnue et qui est officielle à Haïti. Ça ne l'est pas en Louisiane. Vous pouvez vous dire vaudouisant, mais vous n'avez pas le culte qui... C'est fini, ça. C'est Voilà, fini. ça c'est D'accord. fini. Oui. Les zombies, bon, ça a été calculé, ça y est, on a vu. Ah, il n'y a pas eu de zombies à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Bon, Non. à Haïti alors. À Haïti, oui. Bon, ça, il y a Jean-Yves Casga qui avait fait un beau travail pour montrer que sous une certaine drogue, on perdait... Tout à fait, c'est terrible d'ailleurs. C'est terrible, c'est affreux. C'est un peu la drogue du violeur, finalement, quelque part, qu'on On retrouve. voit avec, votre âme, oui, tout à fait. Et la personne, donc, est esclave, sans aucune envie. Ou à l'hypnotisme, ça peut être lié aussi à cela. Donc, bref, les véritables zombies morts-vivants, ça n'existe pas, mais on en fait des morts-vivants. Ça, vous l'avez mis dans le livre, je sais, je sais plus à quelle page. Mais Ah oui, j'ai une belle note de pas de Oui, page. il y a des belles notes de pas de page Ah, qui retiennent quelquefois, je me bien. Comment dis, ça tant existe- pis, ça je la mets. Ça n'existe pas, les zombies. Les zombies. Mais alors à la télévision, ils montrent des conneries. Ah, Non, mais bah, ça, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'on... Par exemple, le film de James Bond, je ne sais pas si vous en souvenez, avec le Baron Samedi. Oui, joueur de cartes d'ailleurs, il y avait des cartes. Voilà. Eh bien, ça, si vous préférez, c'est toute cette conception qui est venue, toute cette culture qui est venue de la Louisiane, mais qui a subi le filtre d'Hollywood. Vous avez le retour des zombies, enfin tous les films, C'est les clair, nanars que j'adore, hein, avec des zombies. Tout ça, c'est un imaginaire qui est très 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 éloigné de ce qu'était le vaudou à l'époque. Bon, pour Marie Laveau, néanmoins, à un moment, Mhm. on a dit qu'elle était revenue plus jeune, plus belle, etc. Ouais. Alors que bon, c'était une usurpatrice et, qui avait récupéré son nom pour qu'on puisse faire des sous. Il y a toujours le côté, pas zombie, mais résurrection, quelque part, dans tous ces phénomènes surnaturels. Ben, On rituel retrouve ça magique. souvent, voilà. Voilà, rituel magique qui vous permet l'éternelle jeunesse. Voilà. Donc il y a toujours J'aimerais bien. il y a toujours Ouais, la une recette. recherche, mais vous l'avez. Ah, merci. Faust, Gut. Good. Oui, Oui. c'est ça. Et il y a pour, toujours dans le surnaturel ce rapport avec la mort qu'on veut annuler. Soit on reste en Dominer. contact avec les morts, soit on n'est jamais mort parce que résurrection. Je n'irai pas jusqu'à Jésus-Christ, hein, je ne vais pas jusque-là. Mais on voit ça, y compris, étonnamment, avec Maître Philippe de Lyon. Comment il s'appelle, Philippe Nisi Anthem. Nisiantem. Voilà, alors lui, vous le présentez, vous connaissez le coin puisque vous allez souvent à Lyon. Il a été invité par le tsar sous couvert des deux duchesses noires, là. Les deux princesses noires. Voilà, oui. pour remonter le moral, je fais très court la princesse Alexandra. Il a soigné en tant que guérisseur un nombre incalculable de gens qui faisaient la queue chez lui, à Lyon comme en Russie. Il a été accueilli et bras ouverts comme le grand guérisseur et le grand saint, parce que voilà, très, très croyant. Vous nous le cassez en disant que finalement, bon, c'est pas Je vraiment... suis beaucoup plus hypocrite que ça. Je vais parler d'autres personnes. Ça, ce sont bien les historiens. Je suis beaucoup plus hypocrite. Enfin, oui, parce qu'il y a eu enquête de police, etc. Donc vous ressortez... Je fais parler les sources et au sujet de Monsieur Philippe, parce qu'il a pris le nom de Maître Philippe par ses disciples après son décès, au sujet de Monsieur Philippe, le problème ce sont les sources. Les sources sont arrivées presque 50 ans après sa mort par ses anciens disciples. Alors il y a le problème de la mémoire et il y a toujours l'éternel problème de vouloir faire un héros irréprochable. Ah oui, surtout si ça vient des disciples. Surtout si ça vient des disciples. Et vous avez un exemple qui est un tout petit exemple anecdotique, mais voilà, son père s'appelait Joseph, sa mère s'appelait Marie, ça c'est vrai, l'état civil le confirme, mais son frère n'a pas pu s'empêcher de dire qu'il était né à minuit. Ah oui, Et qu'il y avait eu un phénomène fantastique dans le ciel. Mais alors, pardonnez-moi, un autre Joseph et un autre Marie qui ont enfanté un enfant qui s'est appelé Jésus. Jésus a marché sur l'eau, il a guéri des malades. C'est autre chose. Pas vraiment, non, parce que ses disciples ont été là aussi. Jésus n'a jamais rien Viviane Perret écrit. n'en a pas parlé dans Esprit Oui, et j'en ai Climat. pas parlé. Et là, j'avais pas
j'avais des difficultés à trouver des témoins. Hein. Non, c'est vrai, mais en Et même le temps, dossier n'est pas on clos. pourrait très bien dire tout ça, ce ne sont que des supercheries. Non, on peut pas le dire. Alors, c'est un peu différent parce que... Parce que je vous trouve dur avec Maître Philippe. Mais attends, parce que vous n'avez pas lu t'as le pas lu parce que la dernière page, joie, bonheur. Donc on a procès de police, guérisseur qui n'a pas le droit de faire de la santé publique, etc. Non, tu dis rien, je lirai le livre. Non, parce que justement, j'y venais. Et puis je suis content de laisser tomber Jésus-Christ, ils vont pas qu'on l'embête. Bon, on y reviendra. À la fin, le maître Philippe, il fait résurrection, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui est mort, et ben il le ressuscite, dites donc. Alors, c'est pas à la fin, c'est au début. À la fin du livre. À la fin du chapitre. À la fin du... De votre chapitre, c'est là où vous le marquez. À la fin du chapitre peut-être, mais en fait c'est au début de sa carrière de guérisseur. Parce que en fait, le fait d'être guérisseur, surtout dans les régions avec un fort taux de paysannerie, c'était quelque chose qui était encore tout à fait normal à l'époque de Monsieur Philippe. Le médecin coûtait cher, il n'était pas toujours performant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont morts des médecines qui ont été administrées. Donc on allait voir très facilement un guérisseur ou une personne qui connaissait les plantes. Dans le cas de Monsieur Philippe, il fait ressusciter un enfant qui était passé entre les mains du docteur avant. Qui était passé dans les mains du docteur avant. Donc là, on bascule, on change de catégorie, on est un thaumaturge, quelqu'un qui fait des miracles. Alors bien sûr, nous n'avons pas le rapport exact du médecin, nous n'avons pas non plus les compétences médicales qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà, donc il y a toujours point d'interrogation. Dans des centaines d'hôpitaux en France, tous les jours, il y a des médecins anesthésistes réanimateurs qui réaniment des personnes en état de mort. Oui, apparente, je dirais. Oui, mais là, il était mort, le jeune. Écoutez, je vous lis. Voilà. Hein, Jean Chapas avait 7 ans. Parce qu'on est l'histoire. Et venait d'être officiellement déclaré mort d'une méningite fulgurante par 2 médecins. Monsieur, c'est pas n'importe quoi, c'est 2 médecins. Mort d'une méningite fulgurante. Comprenez-vous? Il peut y avoir une erreur de diagnostic. 2 médecins qui se trompent. Ce n'est jamais arrivé, c'est ce que ça serait. Bien, il arrive, le père Philippe, et il fait d'une voix forte: Jean, je te rends ton âme. Pof, il se lève, le gosse, des dents, c'est marqué, c'est Madame Viviane Perret qui le marque. C'est un miracle, comme Jésus. Il a ressuscité un mort, et c'est un donc un miracle. thaumaturge. Alors moi je ne dis pas que c'est un miracle, mais ça a été perçu comme un miracle. Attention, là c'est Vous l'historienne voulez qui dire parle. qu'on était bêtes à l'époque, qu'on ne savait pas Non, reconnaître c'est les pas morts? une question de bêtise. C'est comme je disais en début d'émission, nous avons le surnaturel de notre époque. Et vous ne pouvez pas fustiger des gens, comme par exemple l'astrologie à la Renaissance ou la sorcellerie. On croyait de cette manière. On avait une pensée magique différente. Là, c'est marqué. Vous avez retrouvé les informations. On a bien dit qu'il était mort, l'enfant. Les 2 docteurs, ils ont quand même bien dit la chose. Je n'ai pas eu les rapports Des docteurs? Des docteurs. Et en plus, même si on a les rapports des docteurs, vous savez qu'on a des... On ne savait pas tout. Aujourd'hui non plus, on ne sait pas tout. En tout cas, cet enfant est devenu son premier disciple. Alors, justement, il serait bon que vous fassiez le distinguo entre surnaturel et paranormal. Parce qu'on associe souvent le terme paranormal à surnaturel au lycée de Versailles. Alors pour moi, le surnaturel, c'est très simple. C'est une théorie que les faits semblent violer. En ça, je reprends la définition du sociologue Marcello Truzzi. Si le contexte... Si le concept conceptuel se modifie, devient plus accueillant, ben à ce moment-là, la théorie n'est plus violée et ça n'est plus du surnaturel. T'as compris, Jean-Claude? Moi, j'ai rien compris. Vous avez compris, mais c'était très chic. Moi, j'ai trouvé que c'était bien. Puis je l'ai dit presque sans bégayer. Moi, je me suis trouvé très chic. Et le paranormal, alors? Alors, tout ça, ce sont des mots, et ça aussi, c'est intéressant. Moi, j'ai fait un petit peu le choix d'étatiser tous les termes. Mais par exemple, plus vous avancez dans le temps, plus vous avez des mots scientifiques et compliqués pour le surnaturel. Le paranormal, il n'existait pas à la Renaissance. Hein. On n'utilisait pas le mot paranormal. Maintenant, par exemple, vous allez parler de télépathie, psychokinésie, voilà, oui, il faut des mots. Il faut des mots qui aient une allure plus scientifique pour enlever ce côté justement poussiéreux, grimoire, surnaturel. Donc j'ai vraiment pris le terme surnaturel de manière générale, c'est-à-dire que maintenant si on voit une personne voler, ça va pas nous... on va juste se dire tiens, qu'est-ce qu'elle a comme appareil qui lui permet comme ça de se déplacer dans les airs, ça va beaucoup moins nous choquer. Prenez par exemple les enfants avec la Wii.
Imaginez. Quoi Eh bien, vous avez des enfants, je dis avec des la enfants. Wii. Remarquez, il y a aussi Oui, des adultes. le jeu. Avec Mais le le jeu, là, jeu, oui. Vous avez donc des enfants, mais aussi des adultes, avec une manette, Oui, et vous avez cette espèce de, vous avez des choses qui L'écran. s'agitent en face sur l'écran. Nous, ça nous paraît, même si techniquement on n'est pas capable de l'expliquer, conceptuellement, on l'accepte. Oui. Bon, bah, vous On peut déplacez accepter autre ça, chose. D'accord. ne serait-ce qu'à l'époque Ouais. de D'accord. Monsieur Philippe, et c'est plus acceptable. D'accord. Ouais, Oui, ouais. dans la bibliothèque assez fournie du studio Jean-Jacques Charbonnier, à Ducaire, il y a tout un 3 ou 4 livres de Joachim Boufflé. Oui. Je reviens à Lévitation. On peut pas remettre en doute certaines, parce qu'on en retrouve beaucoup chez les mystiques. On peut remettre en doute à ce moment-là Tout. le Padre Pio Tout, on peut tout remettre en doute. et les marques de la crucifixion. L'historien, c'est bien qu'il fasse son métier, mais de temps en temps, je suis pas très politiquement correct, mais j'apprécie beaucoup ce que vous dites, mais c'est bien de remettre en question, mais vous cassez tous les mythes. Elle là. casse pas tout. Non, c'est je qu'elle casse fait pas un choix. tout. Mais d'abord, je fais un choix, comme je vous dis, pour présenter des grandes affaires qui ont vraiment eu un impact, d'une part, et deuxièmement, qui sont closes, de façon à ce qu'on peut donner la fin. Parce que moi, les épisodes à suite où vous allez attendre Oui, 10 ans... d'accord, avec Ah, moi. ça Padre m'intéresse Pio. pas. Prenons un exemple. Padre Pio. Padre Mais Pio. alors, Padre Pio, pour Bilocation. moi... Mais oui, mais il est... Stigmate. Excusez-moi, mais Quel pour exemple moi, il n'est pas dans le champ de ces affaires surnaturelles. D'accord. Il est dans le champ religieux. Et je connais le travail de Joachim Boufflé, que j'apprécie énormément. Merci C'est un pour monsieur lui. charmant d'ailleurs, Ouais. que vous devriez inviter. C'est fait. C'est fait. Il est vraiment Non, adorable. moi j'ai pas fait, moi. Et ça, on est dans le champ religieux. Oui, mais enfin, Et c'est là, surnaturel, religieux, du... Non, mais Mais dans... pas seulement là, ouais, non. C'est ce qu'on appelle le supranaturel dans le champ religieux. Et là, la seule chose est le surnaturel. Dans Padre Pio, vous avez aussi la foi. Bien Vous avez entendu. aussi beaucoup de choses dans lesquelles, finalement, la partie surnaturelle... Ok, on se souvient de lui pour ses stigmates, etc. Mais, Entre autres, oui. mais ça va pas faire croire quelqu'un au surnaturel si en plus il n'a pas un intérêt pour ce que propose Padre Pio en même temps. L'Église catholique l'a beaucoup martyrisé, Padre Pio, on ne peut pas le contrarier. Alors, martyriser, c'est Marthe le Robin. phénomène d'obéissance. Et ça, c'est d'autant plus intéressant pour Padre Pio, Mhm. parce que si vous n'obéissez pas, à ce moment-là, vous tombez dans une accusation éventuelle de charlatanisme, de récupération. Mais des phénomènes qui perdurent alors que vous obéissez à l'Église, effectivement, c'est un plus pour la véracité de Padre C'est Pio. normal que l'Église s'inquiète au début, on ne sait jamais. Hildegard, oui, mais l'Église reconnaît aussi les miracles. Oui, mais il est normal qu'ils étudient les miracles sérieusement et qu'ils pas tout de suite. Même si on n'a pas tous les jours à Lourdes. Hildegard pose la question, vous êtes-vous intéressé au cas de Joseph Balsamo? Alors, dans un précédent ouvrage, donc c'est pour ça que je ne bon l'ai pas remis. Bon, c'est quand même pas dans les Oui, secrets dans- des grandes amoureuses, quand même. Non, c'est dans 1001 carats, Oui, puisque c'est facile Joseph de- Balsamo fait quand même est trempé jusqu'au cou dans l'histoire du collier de la reine. Eh ben oui, bien entendu. Mais là, on va pas farcer dans toute l'histoire de France, mais donc Balsamo n'est pas dans Esprit es-tu là de Non. Viviane Perret. Viviane Plains-toi que Perret. des internautes te Il est posent des questions. c'est Continuez, bien. continuez. Et n'oubliez pas les numéros de l'euro-million. Merci pour ce vendredi. Concentrez-vous, nous allons y arriver tous J'aurais le droit ensemble. de jouer, moi Et aussi. c'est obligatoire. et Je c'est n'ai vous joué qui qu'une payez. seule fois, j'ai perdu.